Et pourtant, dans ces cellules, entra un homme avec l'esprit d'un stratège et les instincts d'un voleur. Frank Morris, QI-133, s'était déjà évadé d'une autre prison, et sur le rocher, il trouva ses parfaits complices, John et Clarence Anglin. Ensemble, ils burinèrent le béton, cousirent un radeau à partir d'imperméables volés et osèrent affronter la question que personne ne pensait pouvoir résoudre. Le génie pouvait-il vaincre la baie? Le FBI affirma qu'ils s'étaient noyés. Leurs familles jurèrent qu'ils avaient survécu. Et aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, des preuves suggèrent que l'impensable pourrait bien être vrai. La réputation du rocher. Alcatraz n'avait pas été construit seulement comme une prison. C'était une déclaration. Bien avant les gangsters, l'île était une forteresse, d'abord cartographiée par les Espagnols, fortifiée par l'armée américaine dans les années 1850, puis convertie en prison militaire pendant la guerre de Sécession. Au début du XXe siècle, un bâtiment cellulaire en béton, achevé en 1912, se dressait au sommet du rocher battu par les vents comme un panneau d'avertissement face au continent. En 1934, alors que les ennemis publics américains transformaient les procès en manchettes et les évasions en légendes populaires, le département de la justice prit possession de l'île et la réaménagea pour une seule mission, le contrôle. Ce n'était pas censé être une grande prison, c'était censé être l'ultime arrêt. Le bureau des prisons y transféra les détenus les plus enclins à s'évader, les plus perturbateurs, ceux qui avaient soudoyé des gardiens, provoqué des émeutes, creusé des tunnels ou simplement refusé de se soumettre. Des noms qui avaient jadis fait la une des journaux devinrent des numéros dans un registre. Al Capone, George Machine Gun, Kelly, Alvin Karpis et Robert Stroud, le Birdman d'Alcatraz, qui, malgré son surnom, avait élevé ses oiseaux à Leavenworth, pas ici. Sur le rocher, la mythologie était arrachée comme de la contrebande. La philosophie de conception était brutale dans sa simplicité, supprimer toute opportunité. Les cellules étaient petites, uniformes, barrées de barreaux rapprochés qui rendaient inutilisables les scies improvisées. Des galeries de tir dominaient les couloirs, chaque mouvement pouvait être observé d'en haut. La cour était exposée au vent et au brouillard. Les ateliers, blanchisseries, ganteries, cordonneries, métallurgie étaient organisés pour occuper les mains et contrôler les outils. Projecteurs et miradors couvraient les zones mortes. L'entrée et la sortie de l'île étaient strictement contrôlées par un ferry gouvernemental, les embarcations privées tenues à distance. La discipline faisait partie intégrante de l'architecture. Alcatraz fonctionnait sur une routine implacable, comptage fréquent, jour et nuit, repas à horaire fixe et un système de privilèges réduisant la vie d'un homme à 4 droits garantis: nourriture, vêtements, abris et soins médicaux. Tout le reste, visites, lettres, accès à la bibliothèque, devait être gagné et pouvait être retiré. Le bloc D, l'unité d'isolement, imposait une quasi-totale isolation aux détenus difficiles. Une poignée de cellules nues, sans fenêtres, représentait le fond absolu de la prison. Et il y avait le fossé qu'aucun ingénieur ne pouvait dompter, la baie de San Francisco. Le rivage le plus proche se trouvait à environ 2 kilomètres. Angel Island flottait à un peu plus d'1 mile dans l'autre direction. L'eau avoisinait les 10 à 12 degrés Celsius, suffisamment froide pour épuiser rapidement les forces, et les marées pouvaient couler comme un fleuve. Des courants créaient des tourbillons et des vagues stationnaires autour des flancs de l'île. Une marée descendante au Golden Gate pouvait atteindre plusieurs nœuds, assez pour emporter un excellent nageur au-delà du pont. Les requins locaux n'étaient pas les mangeurs d'hommes des récits populaires, mais la peur n'avait pas besoin de dents. L'hypothermie et l'obscurité faisaient le travail. La baie ressemblait à une carte postale. Elle se comportait comme une machine. Le message adressé aux candidats à l'évasion était constant et psychologique. Depuis sa cellule, on pouvait entendre les cornes des ferrys, les rires des bars du port portés par le vent humide, un air de musique venu de la ville les nuits claires. La liberté semblait à portée de main, et juste assez loin pour vous noyer.
Le directeur James A. Johnston et ses successeurs cultivaient ce paradoxe, la promesse de la ville comme une clôture invisible. Les chiffres forgèrent la légende. Entre 1934 et la fermeture en 1963, 36 hommes firent 14 tentatives d'évasion. 23 furent repris, 6 abattus, 2 confirmés noyés. 5, dont les 3 héros de cette histoire, furent classés comme disparus et présumés noyés. Sur le papier, le rocher restait parfait. En pratique, c'était une partie d'échecs constante. Resserrer les comptages, redessiner les contrôles d'outils, reformer les gardiens. Car l'ennemi n'était pas seulement les détenus, c'était l'ingéniosité elle-même. Alors, lorsque la nuit du 11 juin 1962 arriva, quand 3 hommes glissèrent à travers le maillage des routines, de la surveillance et de l'acier, l'exploit dépassait de loin une simple évasion. Le cerveau du plan. Il naquit à Washington, D.C. en 1926, d'une mère fugueuse à peine capable de s'occuper de lui. Son père était absent et à l'âge de 11 ans, Frank était orphelin, envoyé de foyer en orphelinat. Ses premières années firent de lui un solitaire, fermé, méfiant, toujours en train de ruser pour survivre. À 13 ans, il volait déjà, fouillant dans les bureaux et les boîtes à lunch. Mais, contrairement à la plupart des délinquants des rues, Maurice possédait une arme cachée, son esprit. Avec un QI de 133, il figurait parmi les 2% les plus intelligents de la population. Les gardiens et psychologues le décrivaient comme calme, calculateur, parfois même charmant lorsqu'il le voulait. Ce n'était pas un voyou qui réagissait par impulsion, c'était un stratège qui pensait 5 coups d'avance, et cela le rendait dangereux. À la fin de la vingtaine, il passait déjà son temps à entrer et sortir de pénitenciers en Floride, en Géorgie et en Louisiane. En 1955, il réussit un exploit qui lui valut une réputation jusque parmi les détenus. Il s'évada de la prison d'État de Louisiane, à Angola. Pendant près d'1 an, il parvint à rester libre, faisant de l'autostop et planifiant des cambriolages avec d'autres fugitifs, jusqu'à ce qu'il soit repris lors d'un cambriolage. Cet épisode le rendit célèbre auprès des directeurs de prison et des forces de l'ordre. Partout où Maurice fut envoyé par la suite, la règle tacite était la même. Surveillez-le. Il réessayera. En janvier 1960, le bureau des prisons en eut assez. Maurice fut transféré à Alcatraz, l'endroit où l'espoir d'évasion était censé mourir. Il fut enregistré sous le matricule AZ 1441. Sur le rocher, Maurice retrouva 2 hommes qu'il connaissait déjà des cours de prison du Sud, John et Clarence Anglin, des frères originaires de Floride. Les Anglin n'étaient pas des intellectuels, mais ils avaient un autre atout, l'absence totale de peur. Issus d'une famille pauvre de journaliers agricoles, ils avaient grandi en travaillant comme migrants et en nageant des heures entières dans les rivières et les lacs pour échapper à la chaleur estivale. Au Michigan, où la famille allait cueillir des cerises, John et Clarence plongeaient dans les eaux glaciales du lac Michigan, même lorsque des blocs de glace flottaient à la surface. Les frères avaient aussi la réputation de toujours rester ensemble. Ils braquaient des banques côte à côte, généralement la nuit pour éviter de blesser qui que ce soit. Ce n'étaient pas des tueurs, mais ils étaient obstinés. Et à Alcatraz, ils redevinrent inséparables. Maurice et les Anglin se rapprochèrent rapidement. Les frères admiraient l'intellect et la patience de Frank, et Frank voyait en eux la robustesse physique et la loyauté dont il aurait besoin s'il osait tenter l'impossible. Un 4e homme, Allen West, finit par rejoindre le cercle. West, passé par les prisons de Floride et de Géorgie pour vol de voiture, avait la réputation d'être dur, imprévisible, mais habile de ses mains. En décembre 1961, le plan commença à prendre forme. Tout débuta par un coup de chance. L'un des hommes mit la main sur des lames de scie jetées dans la cour de la prison. Sous la direction de Maurice, ces débris devinrent les premiers outils d'un projet d'ingénierie digne d'un scénario hollywoodien.
Ils fabriquèrent des perceuses à partir du moteur d'un aspirateur cassé, fixèrent des embouts forgés à partir de cuillères durcies et commencèrent à attaquer le béton friable autour des grilles de ventilation au fond de leurs cellules. Les progrès étaient lents et périlleux. Gratter du béton fait du bruit. Pour couvrir ce vacarme, Maurice jouait de l'accordéon pendant l'heure de musique, masquant le crissement du métal contre la pierre. Petit à petit, nuit après nuit, ils creusèrent des trous de la taille d'un poing, puis plus grands, jusqu'à ce que chaque ouverture soit assez large pour laisser passer un homme adulte. Derrière les murs des cellules se trouvait un couloir technique, un passage étroit et non surveillé, telle une artère secrète derrière le bloc. C'est là qu'ils gagnèrent leur liberté de mouvement et au-dessus, un grenier caché où les gardiens ne regardaient presque jamais. Pièce par pièce, ils y montèrent leurs fournitures volées et le transformèrent en atelier clandestin. L'ingéniosité était stupéfiante. Avec plus de 50 imperméables subtilisés, empruntés à la blanchisserie, pris et jamais rendus, ils confectionnèrent de grossiers gilets de sauvetage et, finalement, un radeau en caoutchouc de 6 mètres sur 14. Ils scellèrent les coutures grâce à un procédé appelé vulcanisation, dont Maurice avait lu l'explication dans un magazine Popular Mechanics de la bibliothèque de la prison. Utilisant les tuyaux de vapeur comme source de chaleur et des planches de bois comme presse, ils parvinrent à souder les coutures assez solidement pour résister aux eaux de la baie. Ils taillèrent des pagaies dans des chutes de bois. Ils transformèrent même un concertina volé en pompe à air pour gonfler leur radeau. Pendant ce temps, ils résolurent un autre problème. Comment tromper les gardiens lors des rondes nocturnes? Pendant des semaines, ils expérimentèrent divers matériaux. Savon, papier toilette, poussière de béton, dentifrice, jusqu'à trouver la bonne combinaison pour sculpter des têtes factices réalistes. Une peinture couleur chair leur donna le ton, et des cheveux subtilisés à la Barbierie de la prison les rendirent troublants de réalisme. Posés sur des oreillers sous des couvertures bourrées de serviettes, ces têtes donnaient l'illusion de détenus endormis. Les gardiens passant devant les cellules la nuit n'y voyaient rien d'anormal. Au printemps 1962, le plan d'évasion était passé du rêve au chef-d'œuvre d'ingénierie. Les outils, le radeau, les leurres, tout était prêt. Il ne manquait plus qu'une nuit propice, une marée favorable et le courage de tout risquer. La nuit de l'évasion. 11 juin 1962. Le plan fut enfin mis en marche. Mais le destin ne traita pas les 4 conspirateurs de manière égale. Allen West, le 4e membre de l'équipe, avait mal calculé. Quelques jours plus tôt, il avait renforcé le béton friable autour de sa grille de ventilation avec une pâte de ciment faite maison, craignant qu'il ne s'effondre avant l'évasion. Cette nuit-là, la réparation avait durci comme du fer. Quand le moment arriva, West creusa frénétiquement avec des cuillères et des outils improvisés, grattant et forçant. Mais la grille ne céda pas. Il tenta d'appeler doucement ses compagnons, mais le rugissement du système de ventilation et l'urgence de l'instant étouffèrent ses appels. Lorsqu'il réussit enfin à dégager assez de matière pour desserrer la grille, il était trop tard. Les autres avaient disparu, avalés par les ombres. Il resta derrière, fixant le couloir vide qui devait le mener à la liberté. Vers 22h30, Maurice et les frères Anglin sortirent de leur cellule dans le couloir technique, saisirent les paquets de matériel qu'ils avaient cachés dans l'atelier au-dessus du bloc cellulaire et commencèrent l'ascension. Ils escaladèrent les conduites de service comme des gymnastes, 20 puis 30 pieds de haut, jusqu'à atteindre la grille d'aération sur le toit. Les boulons avaient été soigneusement trafiqués des semaines plus tôt. Cette nuit-là, ils enlevèrent les dernières fixations et la poussèrent. Ils émergèrent sur le toit d'Alcatraz, gagnèrent l'arrière de la prison et glissèrent le long d'une conduite de ventilation de cuisine haute de près de 15 mètres jusqu'au sol. Ils rampèrent sous des barbelés,
franchirent 2 clôtures périmétriques et se faufilèrent jusqu'à la rive nord-est, le seul endroit de la géographie de la prison connu comme un angle mort pour les miradors. Là, ils déroulèrent leur radeau. L'engin était un prodige d'ingéniosité carcérale, une embarcation de 1,80 m sur 4,20 m, cousue à partir de 50 imperméables, ses coutures scellées par chaleur et pression dans leur atelier clandestin. Au moment où les gardiens effectuèrent leur ronde de minuit, Maurice et les Anglins poussaient déjà leur frêle embarcation dans les eaux noires et glaciales de la baie de San Francisco. Le matin révéla la supercherie. Les gardiens parcourant les rangées virent les prisonniers apparemment endormis. Mais lorsqu'un gardien passa la main à travers les barreaux de Frank Morris pour secouer la silhouette dans le lit, la tête en papier mâché roula et s'écrasa au sol. Le gardien recula, terrifié, criant à l'aide. En quelques minutes, les sirènes hurlèrent, les projecteurs s'allumèrent et Alcatraz fut placé en confinement total. L'évasion venait d'être découverte. Ce qui suivit fut l'une des plus vastes chasses à l'homme de l'histoire de la baie. La garde côtière, le FBI, le bureau des prisons et la police locale envahirent les eaux et les rivages. Des projecteurs fouillèrent le brouillard. Des vedettes patrouillèrent dans les courants. Des hélicoptères brassèrent l'air au-dessus. Pendant 10 jours, le filet ratissa chaque recoin d'eau et de terre. Et il y eut des indices, juste assez pour alimenter l'espoir et le doute. Le 14 juin, un navire de la garde côtière trouva une pagaie flottant près d'Angel Island, signe possible que les hommes avaient atteint leur point de débarquement prévu. Non loin de là, un portefeuille enveloppé dans du plastique refit surface, rempli de photos de famille et de noms liés aux Anglins. Le 21 juin, des morceaux d'imperméable furent retrouvés près du Golden Gate Bridge. Le lendemain, un gilet de sauvetage artisanal dériva dans l'eau à moins de 50 mètres d'Alcatraz. Mais aucun corps. Aucune trace définitive de Maurice ou des frères Anglins. Pour le FBI, la conclusion était simple. Les chances étaient contre eux, affirmait un rapport. Les eaux de la baie de San Francisco sont impitoyables. L'hypothermie, la noyade et les courants violents furent jugées les issues les plus probables. Le dossier officiel classa l'évasion comme un échec. Pourtant, des fissures apparurent presque aussitôt dans ce récit. Comment 3 hommes, si méticuleux dans leur préparation, auraient-ils laissé derrière eux des objets personnels s'ils avaient vraiment atteint le rivage? Pourquoi aucun corps n'avait-il été retrouvé alors que d'autres évadés noyés d'Alcatraz avaient échoué sur les plages en quelques jours? Et s'ils avaient réellement péri, pourquoi les proches des Anglins rapportèrent-ils d'étranges coups de téléphone, des cartes non signées, voire des fleurs envoyées anonymement à leur mère chaque fête des mères pendant des années? La version officielle déclara l'affaire close. Mais le mystère ne faisait que commencer. Étranges indices et rumeurs. Tout le monde ne crut pas à la conclusion bien rangée du FBI. Dès le début, des murmures et de curieux indices refirent surface. Un policier de San Francisco, Robert Cecchi, témoigna plus tard que, vers 1 heure du matin la nuit de l'évasion, il avait aperçu un bateau illégal dérivant dans la baie près d'Alcatraz. Il faisait nuit noire, sans lumière, mais il remarqua qu'une personne à bord agitait une lampe de poche vers l'eau, comme pour signaler à des hommes attendant d'être récupérés. Quelques minutes plus tard, l'embarcation disparut sous le Golden Gate Bridge. Pour Cecchi, c'était suspect. Pour le FBI, c'était sans importance. Ils rejetèrent purement et simplement son témoignage, préférant s'en tenir à leur théorie de la noyade. Mais, pour la famille Anglin, en Floride, des choses étranges commencèrent à se produire. Leur mère, Rachel, reçut des cartes postales anonymes. Certaines étaient vierges, d'autres portaient de courtes phrases énigmatiques, mais aucune n'avait d'adresse de retour. Au téléphone, il lui arrivait de décrocher et de n'entendre que le silence, ou une respiration lourde avant que l'appel ne soit raccroché. Puis il y eut les fleurs. Chaque fête des mères, jusqu'à sa mort en 1973, un bouquet anonyme arrivait.
L'expéditeur ne fut jamais identifié. À ses funérailles cette année-là, des témoins remarquèrent deux femmes inhabituellement grandes, maquillées de façon excessive. Elles pleuraient à chaudes larmes devant le cercueil, restèrent de quelques minutes, puis disparurent sans un mot. Pour beaucoup de membres de la famille, c'était évident. John et Clarence Anglin, déguisés en femmes, étaient venus pleurer leur mère. Le scénario se répéta en 1989, lorsque leur père, Robert, mourut. Deux étrangers barbus apparurent à la maison funéraire. Ils se tinrent en silence devant le cercueil, versèrent des larmes, puis s'en allèrent. Personne ne découvrit jamais qui ils étaient. Des décennies plus tard, de nouveaux indices ramenèrent l'histoire sur le devant de la scène. En 2015, les neveux des Anglin, Kenneth et David Widner, révélèrent une photo délavée, prétendument prise au Brésil en 1975 par un ami de la famille, Fred Brizzi. L'image montrait deux hommes debout près d'une termitière. Brizzi, trafiquant de drogue condamné, affirma qu'il s'agissait de John et Clarence Anglin, bien vivants. Des experts médico-légaux engagés par la famille déclarèrent que les hommes sur la photo étaient, plus que probablement, les frères. Les critiques, eux, accusèrent Brizzi d'invention, pointant son passé criminel. Le débat rebondit en 2020, lorsqu'une agence irlandaise, Rothco, et des spécialistes en intelligence artificielle d'IdenTV appliquèrent un logiciel de reconnaissance faciale à la photo. Leur conclusion, les hommes représentés étaient presque certainement les frères Anglin. Pour la première fois, la technologie semblait confirmer ce que la famille avait toujours affirmé, que l'évasion avait réussi. Et même avant cela, des preuves troublantes avaient refait surface. En 2013, la police de San Francisco reçut une lettre manuscrite qui fit vaciller le dossier. « Mon nom est John Anglin », disait-elle. « Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris. J'ai 83 ans et je suis en mauvaise santé. J'ai un cancer. Oui, nous nous en sommes tous sortis cette nuit-là, mais de justesse. » L'auteur affirmait que Morris était mort en 2008, Clarence en 2011, et qu'il était le dernier survivant. Il proposait de se rendre à une condition, obtenir un traitement médical et pas plus d'1 an de prison. Le FBI analysa la lettre à la recherche d'ADN, d'empreintes digitales et de traces d'écriture. Les résultats furent inconcluants, ni confirmés, ni réfutés. Les autorités fédérales la rejetèrent comme une farce, mais son existence seule jeta le doute sur la version officielle de la noyade. Pendant ce temps, la science ébranlait la certitude du gouvernement. Le FBI avait longtemps soutenu que les eaux de la baie tuaient en quelques minutes. Les courants étaient brutaux, l'hypothermie quasi immédiate. Mais l'histoire compliquait ce récit. En décembre 1962, 6 mois seulement après la célèbre évasion, un détenu d'Alcatraz nommé John Paul Scott réussit à nager près de 5 kilomètres jusqu'à Fort Point, au Golden Gate. Épuisé et en hypothermie, il s'effondra sur les rochers mais survécut. Si Scott avait pu le faire, pourquoi pas 3 hommes déterminés avec un radeau? En 2014, des scientifiques néerlandais de l'université de Delft construisirent un modèle informatique sophistiqué des marées de la baie la nuit du 11 juin. Leur conclusion fut stupéfiante. Si les prisonniers s'étaient lancés entre 23h30 et minuit, les courants les auraient portés directement à Horseshoe Bay, juste au nord du Golden Gate Bridge. En fait, le modèle prédit que les débris dériveraient exactement vers les endroits où la pagaie, le gilet de sauvetage et les morceaux d'imperméable furent retrouvés. La science semblait donc plaider pour la survie, et non l'échec. Ce qui nous mène à la théorie la plus persistante, le Brésil. Les neveux des Anglin affirment que leurs oncles s'étaient réfugiés au sud et y avaient construit une nouvelle vie. Ils citent les photos de Brizzi, les fleurs, les funérailles et même des tests ADN, soi-disant réalisés au Brésil dans les années 2010 pour identifier de potentiels enfants des frères.
Bien que les résultats n'aient jamais été rendus publics, les proches laissent entendre qu'ils pointent vers des liens familiaux. Si c'est vrai, cela signifierait que John et Clarence Anglin, les fugitifs les plus recherchés du monde, auraient passé des décennies à cultiver la terre, à élever des familles et à se fondre dans la campagne sud-américaine, pendant que le gouvernement américain les déclarait morts depuis longtemps. Plus d'un demi-siècle plus tard, le rocher garde encore ses secrets. Le FBI a peut-être écrit « affaire classée », mais les US Marshals n'ont jamais cessé de chercher. Si John, Clarence et Frank ont réellement survécu, ils seraient aujourd'hui de très vieux hommes. Et vous, qu'en pensez-vous? Sont-ils morts noyés dans les eaux glacées de la baie, ou ont-ils déjoué le gouvernement et vécu une vie tranquille au Brésil ou ailleurs? Dites-nous votre théorie dans les commentaires. Et si vous avez aimé plonger avec nous dans ce mystère, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo avec un amateur de True Crime et abonnez-vous pour d'autres histoires. Restez dans l'ombre.